Bienvenue sur Underdogs, le podcast envergure qui, comme son nom l'indique, vous présente les profils de joueurs qui ne font pas la une sur ESPN mais qui pourraient avoir une belle carrière en étant draftés en fin de second tour, voire non draftés. On cherche les Fred VanVleet, les Danny Ainge, les Marc Gasol, Nikola Jokic, Patty Mills et tant d'autres. Underdogs, c'est un podcast produit par la Data Team d'envergure, nous sommes 7, et à chaque podcast, 3 d'entre nous vont vous présenter un prospect de son choix et de la zone dont il s'occupe, monde, Europe ou conférence NCAA. En guest, on accueille un membre d'Envergure Pod qui donnera un avis pointu sur chaque prospect. Les présentations sont faites, c'est parti. Salut à tous, programme chargé aujourd'hui, présentation de 3 nouveaux prospects, la désormais fameuse wildcard de l'invité Envergure et un retour sur la tragédie qui a secoué le basket universitaire ces derniers jours. Pour ce faire, 4 chroniqueurs, vous connaissez très bien les 2 premiers vu qu'ils étaient présents lors de chaque podcast Underdogs. Ce sont respectivement nos sosies vocaux de Yannick Noah et Jacques Monclar. Julien et Hugues seront là. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Salut. C'est sa saison freshman dans la data team d'envergure. Il a un œil aiguisé sur les facs du sud des USA. C'est sa première apparition dans le podcast. Bienvenue Steve. Bonsoir. Enfin, la caution envergure, le scout préféré de ton scout préféré. Il incarne la francophonie sur les podcasts basket. C'est l'idole de la data team. Et à titre personnel, je rêve d'avoir un poster de lui et de son chien en 4x3 dans ma chambre. Salut Ben. Salut Pierre, comment ça va? Nickel. Très heureux d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Messieurs, je vous sens motivés, inspirés et impatients. Sans plus attendre, Underdogs, saison 1, épisode 3, c'est parti. Steve, honneur au freshman, on va commencer par toi. Tu vas nous parler d'un guard qui évolue chez les Yellow Jackets de Georgia Tech. Donc, oui, Michael Deveau, poste 2-1. Donc, senior à Georgia Tech, fait 1m96 pour 89 kg. Donc, c'est un athlète plutôt moyen, pas très vertical, pas très costaud, pas très explosif non plus. Il a un morphotype assez proche, pour ceux qui suivent le basket français, de Yoann Choupas, le joueur de Monaco, qui est passé aussi par le centre fédéral, Paris-Lambernais. C'est un peu ce genre de physique. Son principal point fort, c'est vraiment le tir à 3 points. C'est un fort shooter. Il tourne à 40% à 3 points sur sa carrière en NCAA, sur un gros volume. Là, cette saison, il est sur 5 tentatives par match. Et c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il peut se faire drafter. Il a un vrai bras. Il est gaucher, important à préciser. C'est un joueur qui est très à l'aise sur le catch and shoot, qui marque beaucoup aussi de 3 points sur transition. Et l'une aussi de ses qualités sur son tir à 3 points, c'est qu'il a largement la distance NBA. Il est capable de mettre à 8 voire 9 mètres sans problème. Ça, c'est vraiment sa qualité principale. Après, sur le tir à 3, je ne l'ai pas vu tirer en sortie de dribble. J'ai vu faire du pull-up essentiellement sur du mi-distance. Voilà. Mais à voir s'il est capable, pour la NBA notamment, de se créer son propre tir et tirer sur du pull-up à 3. Ça va être un enjeu pour lui. Ensuite, sur l'aspect physique, comme je disais, il est capable quand même d'avoir un premier pas assez intéressant, de franchir sur le premier pas. Mais c'est pas vraiment sur la qualité physique qu'il va pouvoir faire son trou en NBA. Il est plutôt intéressant sur l'aspect technique. C'est un garçon qui est assez fluide techniquement, qui est assez smooth, qui a du handle, qui est capable de changer de direction sur le drive. Pour un gaucher, il drive plutôt bien à droite. Il est capable de partir à droite. Il a une tendance quand même à revenir sur la main gauche, mais il est capable de finir sur sa main droite. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Son rôle a pas mal évolué sur sa saison à Georgia Tech. En début de saison, il était plutôt sur un rôle de deuxième porteur, deuxième initiateur derrière Alvarado, José Alvarado. Et au cours de la saison, il a pris plus de responsabilités sur la montée de balle, sur la gestion de l'attaque, pour devenir finalement, notamment pour ceux qui ont vu son match au tournoi, pour devenir vraiment premier initiateur sur la fin de la saison. Donc, je ne sais pas si c'est un projet qui a été aussi construit pour lui, justement, pour son avenir. En tout cas, on l'a vu vraiment de plus en plus passer du poste 2, où il était vraiment plutôt en deuxième porteur de balle derrière Alvarado, sur un joueur qui montait la balle, qui prenait beaucoup plus de responsabilités en attaque. Voilà. Donc ça, on va voir aussi s'il sera capable de un peu plus porter la balle, d'initier le jeu sur du niveau professionnel. Voilà. Dans les défauts,
Dans les défauts, il est pas. Pour l'instant, justement, il perd pas mal de ballons. Il a 16,8 ballons perdus en moyenne. Ça fait pas mal de ballons perdus. Donc, il manque de qualité athlétique, comme j'ai dit. Je ne l'ai pas vu évoluer sur du pick and roll, très peu. Donc, je ne sais pas s'il est capable d'attaquer sur du pick and roll, ce qui est pareil, hyper important pour un guard sur de la NBA, c'est même fondamental. Et en défense, pareil, difficile de juger vraiment ses qualités en défense, parce que Georgia Tech évolue beaucoup en zone, ils ont beaucoup évolué sur de la 2-1-2. Donc, c'est difficile de savoir s'il est capable de tenir des duels. Le peu de fois où il est fait en indiv et qu'il s'est retrouvé à devoir gérer des duels, il était correct sans plus. Il était capable un peu de tenir son gars. Il est très sérieux sur la défense à l'opposé, sur la défense sans ballon. Il fait les efforts, voilà, sans être forcément un joueur défenseur très important, très intéressant. Voilà. Très bien. Ben, ton avis sur l'ami Michael DeVoe? Moi, j'aime beaucoup Michael DeVoe. Je l'ai vu jouer un peu malgré moi depuis les dernières années parce qu'il finissait toujours par jouer quelqu'un que je scoutais. Et honnêtement, il a un des shoots les plus hilarants que j'ai vus dans la NCAA. Il fait des moonballs comme Dion Waiters. C'est un joueur, comme disait si bien Steve, qui a un bon tir, qui a des bonnes habiletés à driver, mais qui, en NCAA, on lui en demande vraiment beaucoup. Ce qui fait, je pense, qu'il fait sa carte de visite en NBA, c'est qu'il maîtrise des choses qu'on va probablement lui demander, c'est-à-dire le tir à 3 points, le pull-up, le tir en sortie d'écran. Il est capable de tout faire ça. Il y a beaucoup de difficultés à l'intérieur lorsqu'on lui met quelqu'un de vraiment très grand et très gros dans les pattes. Il y a beaucoup de difficultés à finir contre les grands formats. Mais encore une fois, je ne sais pas à quel point on va lui demander. Défensivement, je le trouve très intéressant. Je le trouve pour un joueur de deuxième unité, je trouve qu'il se déplace bien latéralement. Je trouve qu'il y a des bons instincts lorsque surtout vient le temps d'aider quelqu'un, vient le temps d'aller poker un ballon d'un adversaire. Moi, je trouve que c'est vraiment là où il pourrait gagner des points. C'est un joueur que je verrais très bien être drafté, genre 40e comme Josh Richardson il y a quelques années. Là. Pas qu'il soit comme Josh Richardson, mais il y a peut-être plus un profil éventuellement meilleur scénario à la Danny Green. Ouais, moi il me fait beaucoup penser à un joueur qui a été drafté l'année dernière par les Hawks d'Atlanta, c'est Skyler Mays de LSU. Un peu ce genre de joueur avec un QI assez développé, de bons fondamentaux, un shoot. Est-ce qu'on est un peu dans cette veine-là? Oui, c'est un joueur qui est effectivement qui a une vraie maîtrise des fondamentaux. Déjà, il est assez âgé, il a plus de 21 ans. Il était à Montverde, il est arrivé avec tout de suite quand même du temps de jeu, il a pu se développer. Et c'est un garçon effectivement qui coche un peu toutes les cases de ce qu'on demande à un basketteur sur le poste extérieur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des passes main droite, main gauche, des accès à terre. Il a un bon dribble, il va finir correctement sur des finitions main droite, main gauche. Effectivement, comme l'a dit Ben, il n'est pas hyper à l'aise au contact. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'a pas développé de flotteur. Ce qui est assez surprenant parce que c'est un garçon qui a l'air quand même d'avoir plutôt du toucher. Donc là-dessus, sur les finitions mi-distance, il est essentiellement sur du pull-up. Dès qu'il se rapproche, il va aller forcément finir proche du cercle. Et c'est pas effectivement son point fort. Donc ça, pour voir aussi on va voir s'il va pouvoir développer un flotteur. Mais oui, c'est un garçon qui techniquement est très très propre. Vraiment, c'est tout ce qu'il fait est très propre. Il croque pas la balle, il est assez altruiste. Il joue plutôt juste, il force pas grand chose. Et c'est vrai que c'est un garçon qu'on imagine plutôt bien s'inscrire dans un projet collectif sur une seconde équipe et voilà, et faire le travail sans problème, quoi. C'est vrai qu'il est très très propre techniquement. Hugues, un avis sur Michael? Ouais, c'est un joueur que j'aime bien. Moi, j'adorais la paire avec son meneur du coup des cartels de GTA là, du coup Alvarado. Alvarado, c'est que des games. Ah ouais, Ils sont pittoresques ensemble. Ah, ils sont incroyables. Et puis il avait l'avantage de jouer avec Moses White qui est un pivot, c'est une bête près du panier. C'est un gars vraiment qui finit très très bien, donc ça c'est cool. Un vrai shoot.
comme ça a été dit, un vrai shoot. Après, quand tu parles de Scalamed, il avait tu sais, ce spin move là incroyable qui a enfumé toute la ligue pendant plusieurs années et des épaules un peu plus larges. Moi, je pense que on va pas demander du tout du coup à Devo d'attaquer le panier quoi. Mais en vrai shooter, vrai bras, il trouvera une place possiblement au niveau supérieur. Julien, sur le Yellow Jacket. Ouais, bah pareil, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé voir ce gars, je connaissais pas. Par rapport à cette technique, là, c'est vrai que c'est pas un gars qui est très rapide et pas du tout vertical, quoi, on peut le dire. Moi j'aime bien la façon dont il change de rythme, quoi. Justement, quand il attaque le panier, je trouve qu'il change bien de rythme. Il est capable, comme tu as dit, Steve, il est très technique, quoi, pour attaquer le panier. Il a un joli toucher. Tu vois, moi, la question que je m'étais posée, tu as déjà à moitié répondu, c'est est-ce qu'il est capable justement de s'améliorer? Parce que moi, j'ai pas vu beaucoup de pull-up ni de step-back. Ben, tu parlais de pull-up, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Parce il shoot les pieds bien au sol, quoi. Ouais, ce que j'ai surtout vu, moi, qui m'a intéressé, c'est des tirs en sortie d'écran. Puis encore une fois, comme tu dis, il s'installe vraiment. C'est quelqu'un qui a des bons fondamentaux de tir, qui n'a pas de hitch un peu étrange. Il va vraiment shooter comme on nous le montre à l'école. Messieurs, on a fait le tour sur Michael DeVoe. On est bon pour lui. On passe au suivant. On va partir avec Hugues. On prend la direction du Texas avec le scouting report d'un joueur assez, on va dire, étonnant. C'est RJ Nembhard. Ouais, RJ Nembhard, on est un peu à l'opposé du mec qu'on vient de faire avant en termes de propreté. Là, je préviens, on est sur un très gros cœur complètement fou. RJ Nembhard, du coup, c'est un combo guard. Pour moi, plus 2, mais combo guard. Effectivement, leader de TCU dans une équipe de la Big 12 qui a fait un résultat assez moyen cette année, mais avec quand même des bons joueurs. Hein. Il joue aux côtés d'un meneur, McMiles, un tout petit meneur de poche, et puis il a un très gros pivot, Kevin Samuel, a une mobilité très douteuse, mais qui prend de la place. RJ Nembhard, c'est un scoreur, comme je dis, c'est un mec qui est capable de finir avec les 2 mains, n'importe comment. Il prend des shoots en pull-up, beaucoup de pull-up, jamais en équilibre. Il est tout le temps en train de rechercher la faute, à se balancer dans tous les sens. C'est un enfer à regarder et pour les défenses, mais ça met dedans. On a un mec qui a un bon handle. Alors, il perd beaucoup de ballons parce qu'il tente n'importe quoi, il fait beaucoup de passes n'importe comment, mais en 1 contre 1, c'est un gars qui prend ses duels et qui va marquer des paniers. On sait qu'en NBA, on aime bien tenter des coups avec des gars comme ça, hyper flashy, hyper fait pour un modèle de Summer League. Bon bah lui il s'inscrit là-dedans. Défensivement parlant, ben voilà, j'ai fini parce qu'il défend pas. Il replie pas, il communique pas sur les switches, il fait pas d'efforts, il se bat pas dans les écrans. Bref, il rend tout le monde fou. Mais bon, c'est le leader de cette équipe et voilà, si je dois parier sur un mec pour mettre 40 points en Summer League, décrocher un contrat et puis finir au Chine au bout de 2 semaines, c'est lui. Et quid de son comportement sur le terrain? Là, je crois que c'est assez savoureux, on va dire. Ouais, c'est un fou furieux. Il pète des plombs, il peut rentrer dans son adversaire, il parle tout le temps, il cherche tout le temps des fautes, il va tout le temps regarder l'arbitre et parler. Mais par contre, je peux quand même lui reconnaître que sur des fins de match un peu serrées, bon bah il fait quand même les bons choix. Donc c'est-à-dire qu'il y a c'est n'importe quoi sur 38 minutes. Dans les 2 dernières minutes, il va te trouver justement le bon geste, faire la bonne faute, marquer son N1 et faire gagner son équipe sur les peu de fois où il a pu les faire gagner cette année. Ben, qu'est-ce qu'on pense de RJ Nembhard qui tourne à 34% à 3 points? Moi, j'étais surpris à quel point ces pourcentages étaient hauts comparé à l'expérience visuelle Ouais. de regarder jouer RJ Nembhard. Écoute, c'est un joueur pour qui moi j'ai de la difficulté à faire un argument pour qu'il soit drafté. Je trouve que c'est un joueur physique. C'est quelque chose qui est pour lui, puisque la NBA, c'est une ligue physique. Il va être capable de prendre
le prochain pas. Je pense qu'avec beaucoup d'amour, il pourrait jouer potentiellement poste 1, 2, 3. Parce que le moins je lui donne le ballon, personnellement, le mieux je me sens. Et dans un petit alignement, RJ Nembhard en poste 3, je veux dire à Sacramento, à quelque part comme ça ne m'insulte pas vraiment. Mais sinon, on ne parle pas d'un shooter extraordinaire, on parle d'un gars qui défend juste quand il a l'envie de défendre. On ne parle pas d'un passeur extraordinaire non plus. Honnêtement, si je suis un GM NBA, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me donne comme joueur. Peut-être que je vais prendre une chance sur lui au deuxième tour, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est sa carte de visite comme joueur à drafter. Là. Moi, si je suis GM, je passe. Et ce qui est assez ouf, c'est que d'habitude, moi, genre, je suis du genre à dire je drafte pas de handler au second tour, vous savez, c'est mon truc et tout. Mais lui, de façon assez incompréhensible, dans toutes les mocks que tu regardes, il a une sacrée cote, quoi. C'est pour ça que j'en parle là ce soir, c'est parce que c'est le genre de joueur que je déteste regarder. Je l'ai scouté parce qu'il est dans ma conférence et qu'il a mis des gros cartons, mais il a une vraie grosse cote et on en parlait. Dans un profil à la Antonio Blakeney, de ce genre de mec-là complètement fou, pyromane, qui prend des tirs n'importe comment, ou Trier que vous avez pu avoir au Knicks là les gars, il se place dans ce moule-là, quoi. Ouais, il y a effectivement un petit peu de ça. Moi, j'aimerais revenir sur sa mécanique de tir, qui est pour le coup, on disait de Deveau qui était assez pied dans le sol quand il shootait. Lui, c'est un peu pareil. En plus de ça, on a l'impression que c'est pas une mécanique qui est fixe et que ça change selon les besoins, j'ai envie de dire. Ouais, il n'y a jamais un tir en équilibre. Après, comme je te dis, il recherche tout le temps la faute. Donc il se jette tout le temps en avant, il y a les bras qui partent un peu partout, les jambes un peu partout, c'est vraiment horrible, hein, horrible à regarder, mais il plante quand même. Alors surtout en pull-up, mais il plante quand même. Julien, est-ce que tu as vu ce phénomène? Clairement. En fait, moi j'aime bien les guards fluides comme ça, tu vois, qui vont vite. Oui, voilà, il fait un peu n'importe quoi. Mais c'est un gars qui s'amuse en jouant et je pense que c'est ça aussi qui, je sais pas, ça peut l'aider ou complètement le cramer parce qu'il n'est pas pro, quoi. Je sais pas, on peut dire ça, quoi. Ça part dans tous les sens. Et tu parlais des paires de balles. Les paires de balles qu'il fait, c'est sur des gestes complètement anodins, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Il est tout seul, tout d'un coup, il fait un spin, tu sais pas pourquoi, puis il balance la balle sur l'adversaire. C'est un gars qui est vraiment étonnant. Ouais, son jeu, c'est un petit peu déroutant, quoi. C'est un petit peu déroutant. Après, c'est quand même un gars qui a progressé. J'ai regardé ses stats, il a progressé pendant ces 4 années à la fac, quoi, dans tous les domaines, hein. On n'a pas entendu Steve sur comment on peut le qualifier? C'est cette boîte Feu de d'artifice. surprise. Voilà, ce feu d'artifice à RJ Nembhard. J'ai pas vu de match complet, j'ai juste vu des extraits, des images. Il a quand même, parce que j'ai pas l'impression qu'on a dit, il a quand même un morphotype intéressant, quand même. Mm. Il est très délié, il est grand, long. Je pense que c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui il apparaît dans les mock drafts quand même. Après, oui, la gestuelle de tir pique les yeux, quoi. C'est vraiment le ballon qui part sur le côté, comme ça. Voilà, après, je l'ai pas vu en situation de match, donc je peux pas en dire tellement plus, quoi. Très bien. Messieurs, on finit avec Julien qui va nous présenter un intérieur allemand qui a un nom à consonance lusophone et qui évoluait avec les Cardinals de Stanford. Voilà. Oscar da Silva, c'est un intérieur dominant de la Pac-12 depuis 2 ans maintenant. Il était cette année dans la course, au début de l'année, il était dans la course au Player of the Year en Pac-12. Il est dans la First Team Pac-12 depuis 2 ans aussi. Donc leader de l'équipe de Stanford l'année dernière et cette année encore. Bon, voilà, une taille correcte, 2m6, 2m16 d'envergure, je crois quand même, hein. J'ai 2m16. Athlète correct, plutôt bon scoreur, pas mauvais au contre, mais je pense que sa force principale, c'est son cerveau bien fait. Alors,
c'est un brain forward ou un smart forward, je ne sais pas comment dire, un intérieur qui réfléchit beaucoup, enfin qui a un jeu réfléchi en tout cas, très réfléchi, voilà. Donc il joue à Stanford, qui a galéré cette année. C'était une année compliquée, on en entendait beaucoup au début de l'année avec l'arrivée de Jalen Williams. Qui était là pour compléter un effectif qui était déjà solide, malgré la perte du meneur Tyrell Terry l'année dernière, qui est parti à Dallas, à la draft. Mais on en entendait beaucoup. Les premiers matchs étaient très encourageants, avec un 5 majeur plutôt solide, même s'il n'y avait pas vraiment de meneur. Et puis après, ça a été la cata. Les deux arrières titulaires qui se blessent. Qui joue très peu de matchs dans la saison. Dejon Davis, le titulaire à la main, qui n'est pas vraiment un meneur, mais qui tenait la baraque, disparaît très vite. Donc une année galère. Et il a tenu, Oscar Da Silva a quand même tenu le choc au niveau des stats, même si l'année n'a pas été terrible. Donc Da Silva, c'est donc 2,6 m, 2,16 m d'envergure, 102 kg. Sa force principale en attaque, je pense que c'est qu'il peut un peu faire plein de choses. Et ces choses qu'il fait plutôt bien, il les fait de façon régulière à chaque match. Donc il joue essentiellement, il peut jouer au poste, il peut attaquer au poste. Il a souvent aussi la balle derrière la ligne à 3 points où il peut lancer du drive main droite ou main gauche au dribble, quoi. Il arrive à dribbler des deux mains, c'est un droitier, quoi. Mais il arrive aussi à finir main gauche plutôt bien. C'est un rebondeur correct, qui a surtout un gros moteur au rebond, même offensif. Il a un bon deuxième saut. Et puis il a des bons moves poste bas. Après, au niveau du shoot, c'est plus compliqué. Il est souvent campé derrière il est souvent placé derrière la ligne à 3 points au début des attaques, mais il shoot que 2 fois par match en moyenne à 3 points, avec une réussite finalement assez faible. Alors la réussite, moi j'ai 31%. Ouais, c'est ça. Hein. Donc avec une mécanique un petit peu discutable, quoi. Voilà. Mais il a combien au lancer franc? Au lancer franc, il a combien? Il a 80%. 79%. Ouais, 80%. Ok. Mais il a un beau shoot au lancer franc. Après, il a plutôt une belle mécanique au lancer franc, mais au niveau des 3 points, c'est pas ça. Ben, est-ce que tu as vu cet intérieur allemand? Ben, bien sûr que j'ai vu Oscar Da Silva, surtout l'année dernière parce que je scoutais beaucoup Tyrell Terry, mais je l'ai vu beaucoup. Je l'ai vu aussi cette année, dans cette année un peu catastrophique et infernale. Moi, j'aime Oscar Da Silva. Je trouve pas que c'est un joueur qui a un upside vraiment très prononcé en NBA, mais c'est le genre de joueur qui ne donnera pas d'homme aux têtes. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a un range établi de qu'est-ce qu'il sait faire, de qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, puis il ne peinturera jamais en dehors des lignes. C'est-à-dire qu'il va protéger le cercle, il va rouler au panier en attaque, il va finir au poste bas lorsqu'il y a des rebonds offensifs. Ça sera pas... il fera jamais rien de spectaculaire, mais il ne donnera jamais de mots de tête à son entraîneur. Encore là, c'est pas quelque chose qui est très vendeur, mais ce qui fait en sorte que je ne sais pas s'il va être drafté, mais c'est un joueur que moi, je crois qu'on va voir en NBA plus tôt que tard. Je trouve que c'est quelqu'un qui bouge bien aussi pour son format et qu'on parlait tantôt, il désaxe vraiment bien le ballon, ce qui fait en sorte que lorsqu'il affronte des joueurs qui sont beaucoup plus gros et grands et gros que lui, il a tendance à jouer avec leur équilibre beaucoup. C'est quelque chose que j'aime chez lui. Il y a un profil de role player vraiment typique pour la NBA. Je ne sais pas s'il va la faire longtemps, mais moi, je crois bien qu'il va au moins avoir une invitation en Summer League et passer au travers des contrats de 10 jours et tout, le tralala. Là.
Moi, j'ai 2 stats à vous soumettre. Il est à 35% en carrière à 3 points sur 250 tirs. Et il a un true shooting de 64. Est-ce que il n'y a pas quelque chose à gratter pour cette fameuse recherche très NBA du stretch 5? Il part de pas grand-chose, hein. Quand il était en sélection allemande en U18, il shootait pas du tout. Il jouait ailier, mais il shootait pas du tout. Enfin, il jouait ailier. Il pouvait jouer à ailier, mais il shootait pas du tout à 3 points. Je crois que sur la compète, il prend 3 shoots à 3 points en 2016, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, il part de pas grand-chose au niveau du shoot. Donc, il y a quand même une progression sur les 4 années qu'il passe à la fac, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, comme vous demandiez, là, les lancers francs, c'est encourageant, quoi. Sa réussite et sa mécanique au lancer franc sont encourageants. Après, ce qu'on demande beaucoup aux intérieurs, surtout en NBA maintenant, c'est être capable de protéger, avoir cette notion de spacing vertical. Il se situe comment à ce niveau-là? Alors, c'est un contreur honnête, hein. Il est à 1,3, je crois, cette année, là. 1,3 comptes par match, je crois. J'ai pas trouvé la stat. Oui, c'est quelque chose comme ça, ouais. Mais c'est pas. Moi, je les ai pas vus jouer en second rideau, quoi. C'est pas un contreur de second rideau. C'est un contreur considérant un contre un, justement parce il se place tout le temps bien pour défendre. Il suit son gars. Il a une bonne mobilité quand il joue contre des intérieurs. Et il arrive à placer des contres quand il joue contre son gars, quoi. En second rideau, moi, je l'ai pas trop vu contrer. C'est pas un joueur qui va très haut au-dessus du panier, hein. Donc, de ce côté-là, Ben, ouais. maintenant que vous en parlez, les gars, je trouve qu'il a un peu le même bagage technique qu'un certain pivot de Stanford qui est devenu un peu le poster boy des stretch 5 en NBA avait lorsqu'il a été drafté. Est-ce que vous savez de qui je parle? Brook Lopez ou Robin Lopez? Exactement. Brook Lopez, qui était un peu un joueur de poste bas qui défendait bien, mais qui défend correctement. Il a un peu le même bagage technique. C'est pas le même profil athlétique que Brook Lopez, mais oui, puis je pense que ce qu'on voit au lancer franc et justement à 3 points, je crois qu'il y a peut-être le potentiel de développer ce profil-là, peut-être pas au même niveau, mais parce que je pense que Brook Lopez aussi a trouvé une équipe qui avait besoin de ce qu'il avait à offrir, puis qui lui demandait pas trop. Donc, s'il est chanceux, Oscar da Silva pourrait avoir une trajectoire assez similaire. Hugues et Steve, je vous ai pas entendu sur Oscar. Bah, si tu veux, je vais commencer. Ouais, moi, j'aime beaucoup parce que, d'une part, pour le petit tacle, c'est le meilleur pivot de la Conference of Champions. Ah, je l'attendais, merci. Non, mais c'est un super joueur qui a un vrai hustle, qui n'a pas été aidé, comme l'a dit Julien, par cette équipe de Stanford qui était apathique, avec un Zaire Williams très 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 décevant. Donc ils ont mis du temps à chercher, etc. Moi, ce que j'aime bien chez ce mec, et ce que je pense que je peux retrouver en NBA actuellement, en profil undersize, c'est Brandon Clark, qui a développé un tir dans ses années universitaires, même s'il est moins athlétique que Brandon Clark, mais il y a quand même cette notion vraiment fondamentaux, un peu undersize et tout. Ou bien Daniel Theis aussi, dans le côté un peu européen, allemand aussi, mais qui peut justement savoir gérer ce corps, prendre l'ascendant sur des mecs un peu plus gros, défensivement, être intéressant et toujours être utile en fait sur le terrain. Et je pense que c'est le rôle de Da Silva s'il veut exister au niveau NBA. C'est ce big man intelligent qui peut un peu tout faire et qui est surtout très fort sous le panier. Steve? Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Sur le match que j'ai vu, moi j'ai vu contre North Carolina en début de saison, en plus il avait une attitude sur le parquet avec ses coéquipiers qui était très positive, très leader, toujours encouragé en plus. Donc ça a l'air d'être un gars aussi qui est facilement intégré dans un collectif, en tout cas qui est très positif avec ses coéquipiers. C'est toujours intéressant d'avoir des joueurs comme ça dans une équipe. Un good guy. Ouais, il avait l'air en tout cas d'être très 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 positif, très leader dans cette équipe de Stanford.
Mais je pense que c'est une de ses qualités, c'est l'adaptation. C'est un gars qui, là, il est arrivé en Allemagne il y a un mois. Il est déjà titulaire dans une équipe pro. Le Riesen, c'est une équipe qui est tout en haut du championnat allemand. Donc ça veut dire qu'il se fait sa place et qu'il joue, même s'il n'a pas des stats énormes, il joue dans une équipe pro qui a l'habitude de gagner. Donc ça montre quand même qu'il sait s'adapter. Exactement. Et puis c'est peut-être bête comme remarque, mais quand tu arrives à Stanford, c'est que tu as quand même un bagage Ouais, intellectuel, en tout cas tu vois, cognitif assez intéressant. Et je pense que voilà, c'est les mecs cérébraux, ça, enfin, tu vois, c'est toujours apprécié partout, ça trouve toujours un rôle, quoi. Ouais, il est diplômé en biologie, quelque chose comme ça. Il fait de la recherche. C'est une tête, hein, c'est sûr. 6 langues, il parle 6 langues, hein. 6 langues. Il parle 6 langues, ouais. Il En parle même six temps, langues. Ça, quand tu ça peut t'appelles, servir dans un vestiaire NBA. Non mais franchement, il peut y avoir un rôle, hein, aussi à ce niveau-là. mais Messieurs, sans transition, je vous propose de passer à notre wildcard pédagogique de notre invité qui va nous parler de la notion de potentiel et de pourquoi les joueurs phares de la March Madness sont souvent draftés au second tour. Ben, nous t'écoutons de façon religieuse. Oui, ben, quand Pierre m'a demandé de parler du sujet que je voulais, je pensais de discuter de quelque chose qui me cause des arguments sur Twitter à chaque année. C'est lorsqu'un joueur a une grosse perfo à la March Madness, on dit « Ah, mon Dieu, il va être repêché loto. Ah, mon Dieu, il va être repêché, top 10. Ah, mon Dieu, il va être repêché top 3. » Il y a quelques années, par exemple, on avait Carson Edwards qui jouait pour Purdue. Tu me veux du mal. Ben oui, mais je crois qu'il avait fait contre Virginia, si je me rappelle bien, il avait mis 11 tirs à 3 points ou quelque chose du genre. Il était complètement en feu. Et là, on s'est mis à dire, c'est le nouveau Steph Curry, blablabla, blablabla. Et bien sûr, Carson Edwards a été drafté, je crois, 33e au total et a beaucoup de difficultés à jouer en NBA. Il y a eu la même chose dernièrement avec, voyons, qu'est-ce son nom donc? Drew Timme, qui a mis une raclée à Evan Mobley à March Madness cette année. Tout le monde s'est mis à dire « Ah, Drew Timme, c'est le prochain Kevin McHale, blablabla, blablabla. » Max Abmas aussi, de Oral Roberts, qui fait, je crois, 75 kilos. Et donc, pourquoi est-ce que ces joueurs-là sont toujours draftés au deuxième tour ou pas draftés du tout? Eh bien, ça revient souvent à la notion de upside, donc de potentiel, qui pourrait être la traduction française, c'est-à-dire une équipe NBA va rechercher certaines choses qui vont être plus importantes chez un prospect que sa connaissance du basket. C'est-à-dire, il faut avoir un certain profil physique pour chaque position. C'est-à-dire qu'on va demander aux jeunes qu'ils soient longs, qu'ils soient grands, qu'ils soient rapides, qu'ils soient explosifs. Si un joueur a un profil physique intéressant pour une équipe NBA, c'est sûr qu'il va être drafté et n'importe quelle équipe va lui montrer à jouer au basket. Ça peut prendre du temps. J'ai un ami à moi qui enseigne le basket dans la région de Dallas qui avait dit quand Julius Randle est arrivé sur le circuit AAU il y a quelques années, tout le monde le savait qu'il allait jouer dans la NBA parce qu'il était plus gros, plus grand et plus fort que tout le monde. Et oui, je pense que Julius Randle n'a pas vraiment eu à apprendre le basket jusqu'à ce qu'il arrive à Kentucky. Et aujourd'hui, je veux dire, on parle d'un des meilleurs joueurs de la NBA. Je ne dis pas ça seulement ça parce qu'il joue pour les Knicks, mais c'est carrément un des meilleurs joueurs de la NBA. Présentement, il a été nommé joueur de la semaine. Donc, l'apprentissage du basket, c'est souvent secondaire. C'est sûr que pour certains joueurs, comme par exemple Shai Gilgeous-Alexander, ça a été... Il y avait chez lui quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'il sait jouer au basket de façon instinctive. Donc, lui, il savait jouer, il avait le profil physique, c'est juste qu'il a été très bien caché par le système de John Calipari, ou que dirais-je, l'absence de système de John Calipari. Mais le plus gros exemple le meilleur exemple que j'ai vu de ça, c'est il y a quelques années. Je n'avais pas de boulot et j'ai regardé tout
le Combine NBA, les 3 jours du Combine NBA, ce que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, c'est vraiment ennuyeux. Et il y avait un dénommé Steven Adams que j'avais vu jouer à Pittsburgh qui était là et qu'à Pittsburgh n'avait absolument rien fait d'intéressant pendant l'année. Mais il est arrivé au Combine, il s'est mis à mettre des shoots de 18 pieds, il s'est mis à écraser tout le monde sur les tests physiques. Et Steven Adams a été drafté loterie. Tout le monde s'est mis à crier « Oh mon Dieu, c'est le prochain Kevin Garnett, c'est le prochain Kevin Garnett ». Ce n'était pas ça, mais les gens ont vu le potentiel en Steven Adams, même s'il n'était pas raffiné du tout. Et il a été drafté 12e au total, si je me rappelle bien, par Oklahoma City. Donc, le potentiel, l'idée qu'un club NBA va avoir d'un joueur ou de qu'est-ce qu'il peut devenir va être plus importante de qu'est-ce qu'il est à leur même. Donc, je veux dire, des joueurs qui sont très, très bien polis niveau basket ne sont pas aussi importants que les joueurs qui ont le potentiel de devenir meilleurs que ce qu'ils sont. La première ronde, surtout, le premier tour de draft repose énormément sur le upside, c'est-à-dire qu'on va prendre des risques sur des joueurs qui ne sont pas développés. Et en deuxième tour, on va trouver des joueurs qui savent jouer au basket et qui vont boucher des trous dans l'équipe. Donc du coup, est-ce qu'on peut faire aussi je suppose, on peut faire le chemin inverse dans le sens où les prospects qui ont déçu, mais qui ont ces atouts justement, ce que tu disais, les atouts physiques ou athlétiques, c'est pas parce qu'ils ont déçu qu'ils vont être draftés beaucoup plus bas que ce qu'ils auraient dû être. En effet, c'est le cas. Je veux dire, si le joueur arrive en processus de workout, montre qu'il sait faire des choses, et en entrevue montre qu'il est coachable et qu'il veut apprendre, les équipes vont se battre pour lui apprendre à jouer au basket. Si tu arrives avec... si tu rencontres un jour un gars de 7 pieds qui veut apprendre à jouer au basket, même toi, tu vas lui montrer à jouer au basket. Là. C'est une opportunité pour c'est une opportunité pour tous les équipes. Donc, c'est vraiment... c'est pour ça que les workouts et les entrevues sont vraiment très importantes. On veut voir le fit avec la culture. Messieurs, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, moi je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bravo. Magnifique. Je pense que Ben, tu as prêché à convaincu pour l'ensemble de l'équipe et c'est pour ça que peut-être aussi on est dans la data team d'envergure. On ne pouvait pas finir ce podcast sans évoquer malheureusement Terrence Clarke. Comme vous le savez sûrement, le prospect de Kentucky qui venait de se déclarer à la draft a été victime d'un accident de voiture mortel dans la nuit du 22 au 23 avril. C'est le deuxième joueur de NCAA à perdre la vie dans ces conditions après la disparition d'Oscar Freyer, un joueur de Grand Canyon, il y a un mois. Toute l'équipe des podcasts transatlantiques a une pensée pour sa famille, ses proches et ses coéquipiers. Messieurs, que vous inspirent ces tragédies? Ben, écoute, pour moi, je trouve ça, comme je l'exprimais sur Twitter plus tôt, je trouve ça vraiment triste et étrange parce que quand on scoute des joueurs sur film, on vient un peu avoir l'impression de les connaître. Et j'aimais beaucoup Terrence Clarke. Je trouvais que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de upside, qui n'avait pas eu la vie facile dans un Kentucky complètement chaotique, mais qui a montré un peu de création de tir, qui a montré de la défense, de l'athlétisme. Moi, je le voyais facilement, peut-être fin loterie, début, entre 14 et 20 peut-être. Et c'est une tragédie sans nom qu'un jeune joueur comme ça perde la vie à cet âge parce qu'ils ont tellement de responsabilités sur les épaules. Il y avait tellement de choses qui reposaient dans la vie de ses proches sur les épaules de Terrence Clarke et qui décède comme ça et qu'on le prive de tout ce qu'il a travaillé si fort pour mériter. Moi, ça m'a absolument brisé le cœur. Ouais, je te rejoins complètement. Et sur le côté projection, c'est vrai qu'on a l'impression de les accompagner quelque part, même si on n'est rien du tout et qu'on fait que de regarder les matchs. Mais à force de regarder ces joueurs, de les voir évoluer, progresser aussi parfois, c'est vrai qu'il y a un sentiment d'attachement qui naît un petit peu. Et
l'impression de faire partie d'un entourage peut-être un peu lointain, mais quand même d'un entourage. Et donc c'est vrai que moi, ça a fait vraiment aussi très très bizarre quand j'ai appris la nouvelle. J'étais bon, il y avait aussi la rumeur dans le lot par rapport à BG Boston. Enfin, évidemment, Terry Stark, c'est horrible et les deux en même temps, ça aurait été une calamité sans nom aussi. Et enfin, je sais pas comment vous, messieurs, vous l'avez vécu. Moi, je t'avoue, je l'ai vu dès le réveil, donc ça a été ouais, un peu compliqué, hein, surtout que je l'avais pas mal scouté, j'avais son scouting report, tu sais, je fais des threads sur Twitter qui étaient en préparation, donc bon, bah, finalement, je l'ai quand même sorti en hommage, tu vois, parce que je pense que c'est la meilleure des choses que je pouvais à ma manière faire pour lui, vu que je l'avais pas mal suivi, ce petit gars-là, qui en plus avait eu une grosse blessure, donc avait joué que 8 matchs et tout, enfin, c'était vraiment une année affreuse. Et ouais, bien sûr, tu développes de l'attachement pour ces gars que tu suis. Là, je pense que la preuve étant que quand ils arrivent finalement en NBA, t'es un peu jaloux, tu sais, de devoir les partager avec tous Ouais, les gars il y a un petit que peu t'es comme ça, ouais. NBA, tu vois. Moi, genre Isaac Okoro, tous les fans des Cavs qui font ouais, c'est mon gars, je suis en mode ah ouais, mais ça reste mon gars avant quand même, tu vois. Et donc ouais, j'ai forcément très touché et puis je pense à la famille et voilà quoi. On va espérer que ça arrive un moins possible à tout l'univers de toute façon, et c'est la pire chose pour un parent de perdre son enfant, donc toutes mes pensées à eux. Julien, Steve? Ouais, bah pareil, vous avez dit, enfin, on ressent tous le mix d'émotions dont vous parlez, quoi, où c'est des gars qu'on connaît pas, qu'on suit comme ça, et qu'on apprécie, et puis tout d'un coup, la vie les rattrape de manière un petit peu brutale, enfin, complètement brutale, et c'est des moments un petit peu étranges, ouais, c'est sûr. Messieurs, il va être l'heure pour nous de nous quitter déjà, en espérant que la prochaine fois on n'ait pas à annoncer d'autres mauvaises nouvelles parce que c'est pas le lieu et j'ai pas envie que ça devienne une habitude surtout. Donc Hugues, Julien, Steve et Ben, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, liker et partager massivement. Je vous rappelle aussi qu'Envergure, c'est un site internet, envergure.co. Vous retrouverez les stats, les derniers scouting reports, les big boards. Il y a aussi des articles. Le dernier en date de Manu Allan est un must-read si vous voulez tout savoir sur les pépites du Geico National 2021. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Underdogs. Salut les gars. Bye bye Pierre, merci. Salut. Salut.